Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus pour travailler notre thème 5 sur les mutations du travail. Et aujourd'hui on va aborder un sujet fondamental qui va vous concerner tout au long de votre vie professionnelle, une partie de droit du travail et surtout la dimension personnelle concernant le salarié. Pour rappel, le droit du travail, ce n'est pas une simple collection de textes qui paraissent compliqués, c'est un outil très important de protection et d'équilibre qui vous garantit vos droits fondamentaux en tant que salarié et qui garantit que si vous êtes demain manager ou chef d'entreprise, vous allez également vous garantir et vous prémunir contre tout un tas de difficultés. Donc on va explorer trois aspects essentiels: la protection du salarié, ses droits fondamentaux, et puis on va faire un focus sur deux moments, puisqu'on a parlé un peu de l'embauche, on va en reparler un peu, mais on va parler surtout de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Quelles sont les règles? Alors, en première partie, on va s'intéresser à la protection du salarié pendant l'embauche et l'exécution du contrat de travail. Et on va avoir trois axes qui sont les plus importants. L'équité du processus d'embauche et le droit à la non-discrimination. La protection de la vie privée qui est aussi importante pendant le processus d'embauche que pendant toute l'exécution du contrat de travail, et également la protection des droits fondamentaux du salarié qui se retrouve dans l'exécution du contrat de travail. On se retrouve sur la slide suivante. Alors, on l'a déjà évoqué lors d'une ancienne vidéo, les employeurs, lors de leur processus d'embauche, ont l'interdiction de discriminer autrement que par des critères objectifs. Donc, la loi oblige les employeurs à sélectionner leurs employés, leurs salariés, sur des compétences professionnelles et donc leur interdit un certain nombre de critères. Je vais vous en citer quelques-uns, il y en a une vingtaine inscrits au Code du travail, et puis je vous donnerai le dernier qui vient de rentrer. Donc vous trouvez assez facilement ces informations sur Internet, sur la liste exacte des critères. Les plus courants sont la discrimination en fonction du sexe, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état de grossesse, des opinions politiques ou syndicales, de la religion, de l'état de santé. Donc tous ces critères en fait sont illégaux pour choisir un salarié. Le processus d'embauche doit donc être basé sur les compétences professionnelles et doit être transparent, c'est-à-dire qu'on doit appliquer le même processus d'embauche à tous les candidats. Si l'entreprise a quand même cette faculté de choisir, c'est-à-dire finalement choisir une personne plutôt qu'une autre, c'est quand même discriminer, les critères de discrimination, eux, doivent être objectifs. Donc, je reviens sur le processus, donc il doit être transparent, on applique le même processus d'embauche à tout le monde et on doit donner une information claire, notamment lorsque l'on récupère des données. Alors on fait un petit rappel avec la RGPD, évidemment les données des candidats on a le droit de les garder mais un certain temps les informant et en tout cas en respectant toutes les règles du règlement RGPD. Si on pratique des tests, notamment des tests psychologiques ou psychotechniques, pour évaluer certaines compétences sociales du salarié, eh bien nous avons l'obligation, l'employeur a l'obligation de faire une restitution personnelle. Il ne garde pas ces données, il doit faire une restitution personnelle, quel que soit le test que vous serez amené à passer lors d'un processus d'embauche, l'employeur est obligé de vous le restituer. Voilà, l'interdiction de la discrimination. Je rajoute qu'en 2024, un critère supplémentaire a été rajouté à la liste. Voilà, je vous ai fait une liste qui n'est pas complète, hein, donc il faudra aller compléter cette information. Ce qui a été rajouté en 2024, c'est l'interdiction de la discrimination capillaire. Alors,
La discrimination capillaire peut porter sur la couleur des cheveux, sur sa texture et sur son absence. Donc on n'a pas le droit de discriminer, en tout cas d'obliger une personne à changer de coiffure en fonction de sa nature de cheveux. Et des situations qui ont été rencontrées de personnes qui avaient des cheveux avec du volume, des boucles, voire des cheveux crépus, et on les obligeait à se lisser les cheveux pour rentrer dans le cadre du travail, et ça c'est interdit en fait. L'interdiction de la discrimination porte aussi sur la couleur des cheveux, donc ce sont des personnes qui avaient une couleur atypique, notamment des personnes roses qui ont rapporté une discrimination, parce qu'on leur demandait de faire une couleur par exemple, donc ça c'est interdit. Discrimination également de personnes qui sont sans cheveux, c'est aussi interdit, voilà, c'est pas parce que vous êtes chauve que vous devez être discriminé, ça changerait vos compétences professionnelles. Donc, cette interdiction de discrimination, elle se poursuit de l'embauche, mais aussi pendant toute l'exécution du contrat de travail. Donc, toutes les mesures qui sont prises au niveau de l'exécution du contrat de travail, toutes les promotions, les décisions pour donner des congés, toutes les décisions de l'employeur, en tout cas, s'il y a une différence qui est faite entre les employés et les salariés en fonction de ces critères-là, donc on donne une promotion à quelqu'un parce qu'elle n'est pas enceinte et on ne la donne pas à celle qui, par exemple, est tombée enceinte parce que on estime qu'une femme enceinte n'a pas à avoir de promotion, c'est interdit, tout simplement. Et on peut faire la même chose pour tous les critères. D'accord ? Donc il faut absolument être dans la plus grande transparence et dans la plus stricte équité, en tout cas, vis-à-vis des salariés quand on est employeur, que l'on soit en processus d'embauche ou que ce soit pendant l'exécution du contrat de travail. Ok, on arrive au respect de la vie privée et des libertés fondamentales. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une liberté fondamentale? C'est une liberté qui est reconnue aux individus, qui est protégée par la loi et garantie par l'État. C'est le socle qui fait qu'on est dans un état de droit et pas dans un régime totalitaire. Donc le respect des libertés fondamentales, c'est extrêmement important et extrêmement fort. Que ce soit noté que dans le cadre du travail, les libertés fondamentales du salarié doivent être respectées. La protection qui est offerte juridiquement aux libertés fondamentales, c'est une protection renforcée et c'est le pouvoir judiciaire qui en est le garant. Première chose. Alors, je vous en ai mis quelques-unes ici sur la diapo et on va les détailler, on va en rajouter quelques-unes. Donc, l'accès aux données personnelles, l'accès de l'employeur aux données personnelles du salarié va être limité aux données essentielles du travail, et ça paraît logique. Le courrier, les correspondances, donc notamment email, dossiers, fichiers, sont présumés être des fichiers ou des emails professionnels sur votre boîte mail professionnelle ou sur vos disques durs ou drive professionnels, mais toutefois vous avez le droit d'avoir des dossiers ou des mails personnels. Il faut qu'il y ait la mention personnelle dessus et à ce moment-là, si vous avez un dossier marqué personnel, si vous avez des courriels marqués personnels, eh bien l'employeur ne doit pas les ouvrir. Le droit à la déconnexion, alors très important et en même temps très difficile à tenir puisque nous sommes tous de plus en plus connectés et pourtant nous avons droit à la déconnexion, c'est-à-dire le droit de ne pas être sollicité en dehors du temps de travail et le droit de ne pas répondre en dehors du temps de travail. Liberté vestimentaire. Alors là on est sur quelque chose de plus nuancé, on a le droit de s'habiller comme on veut. Mais il y a des limites qui sont fixées par le Code du travail. Alors les limites de décence, ça c'est assez difficile à évaluer. Ce qui peut être décent pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Donc limite de décence, de sécurité, ça c'est assez facile. D'hygiène, ça c'est assez facile aussi. Et plus nuancé encore que la limite de décence, l'image de marque de l'entreprise.
notamment lorsque l'on est amené à tenir des fonctions commerciales. Eh bien, on est en contact avec le public, on représente l'entreprise et on peut vous demander en fait de porter bien une tenue, un uniforme ou de limiter certaines tenues ou certains types de tenues pour pouvoir être en accord lorsque vous travaillez avec l'image de marque que l'entreprise veut donner, et ça c'est acceptable en fait. Donc c'est parfois difficile pour vous étudiants de vous dire que ça existe, mais en fait on peut vous demander effectivement pour l'image de la marque de l'entreprise ou de ne pas porter de jean, de ne pas porter de basket ou de ne pas porter tel type de vêtements. Alors, à une condition, on en reparlera après, il faut que ce soit justifié par la fonction, justifié par la tâche à exécuter et ce soit proportionné. Donc là, il y a quand même une limite à ce que l'entreprise peut vous demander. J'en rajoute trois éléments. Donc la liberté d'opinion, la liberté de penser, évidemment, dans le cadre de l'entreprise comme dans le reste de la société, vous avez cette liberté d'avoir votre opinion, cette liberté de penser. Vous ne devez pas subir de pression pour en changer. Par contre, vous pouvez peut-être on peut vous demander de ne pas forcément venir débattre au moment où vous êtes au travail. Parce que votre liberté d'expression, on en vient à la seconde liberté que je rajoute, vous avez une liberté d'expression en dehors de l'entreprise, complète, mais vous avez quand même des limites et des réserves. Notamment, en dehors de l'entreprise, vous n'avez pas le droit de diffamer votre entreprise. Diffamer, qu'est-ce que c'est ? C'est tenir des propos faux dans le but de nuire. C'est ça la diffamation, c'est tenir des propos faux en public dans le but de nuire, notamment à l'image de l'entreprise. Donc ça, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas non plus le droit de dénigrer l'entreprise à l'extérieur. Ça, c'est pour quand vous parlez de votre entreprise à l'extérieur et en tant que salarié. Et à l'intérieur de l'entreprise, vous n'avez pas le droit de tenir des propos non professionnels gênants pour l'exécution du travail. Ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas le lieu d'aller débattre de vos convictions personnelles dans l'entreprise. C'est peut-être pas le meilleur lieu. Ça peut être considéré comme des propos gênants et qui gênent, mais il faut que ça gêne l'exécution du travail. Donc, bon, un petit conseil, c'est une forme de réserve. C'est plus judicieux. Et puis enfin, dernière liberté, évidemment, vous avez une liberté de conviction religieuse. Et j'ajouterais une liberté de non-conviction religieuse. Vous avez le droit d'avoir une religion et d'avoir des convictions. Vous avez le droit aussi de ne pas avoir de religion. D'accord ? Donc le Code du travail va donc admettre et va protéger toutes ces libertés fondamentales lorsque vous êtes salarié et va admettre des limites. On les a évoquées sur la tenue professionnelle par exemple, des limites sur votre liberté d'expression qui sont justifiées par votre tâche et qui sont justifiées par et qui doivent être proportionnées. Et enfin, je rajouterais que l'interdiction et la limite de diffamation et de dénigrement, elle fait sens quand on pense à l'obligation du salarié d'être loyal envers son entreprise. Si vous êtes loyal envers votre entreprise, eh bien vous n'avez pas à la diffamer et vous n'avez pas à la dénigrer. Donc ça va avec cette partie du cours que nous avons déjà évoquée. Nous allons parler maintenant sécurité au travail. Alors c'est un élément extrêmement important, j'insiste, j'entends très souvent des étudiants qui n'ont pas eu les bons réflexes ou qui ont subi des pressions de la part d'employeurs peu délicats pour que les choses ne se fassent pas dans les règles. Donc on fait un petit récapitulatif de ce qui se passe et de ce qui sont les obligations de l'employeur et ce qui doit être fait ou pas fait. Et on va commencer par faire un petit panorama de la sécurité au travail. Donc c'est extrêmement important, l'assurance maladie en 2023 a répertorié 555 803 accidents du travail, dont 759 accidents mortels. Donc il y a eu en 2023 750 personnes qui sont mortes d'un accident de travail. Donc c'est extrêmement important.
Les accidents les plus courants, ce sont des blessures lors de manutention, c'est-à-dire lorsque vous portez des charges, vous déplacez des objets, et ça peut être également des chutes. On trouve également un certain nombre de maladies professionnels. Donc l'assurance maladie, on a compté plus de 47 000 en 2023. L'essentiel, ce sont des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des détériorations de vos muscles ou de vos articulations liées au travail, des difficultés liées à l'amiante, des cancers et des infections respiratoires, les fameux Covid longs. Dernier accident du travail, ce sont les accidents de trajet. Pensez bien que lorsque vous êtes sur votre trajet domicile-travail, vous êtes dans une forme de pré-travail et vous êtes protégé par la loi au titre de ces fameux accidents de trajet. Et on note une grande augmentation des accidents de trajet, notamment le fait qu'il y ait de plus en plus de trajets qui se font en trottinette électrique, en vélo électrique, et bien ce sont des accidents de trajet. Ça doit être déclaré comme tel, si ça vous arrive, ou à un de vos proches, lorsque vous allez voir le médecin ou n'importe qui vous ramasse, les pompiers par exemple pour un accident de trottinette ou de vélo, eh bien vous devez déclarer que vous alliez au travail pour que le médecin le déclare en accident de travail. C'est extrêmement important, ça va enclencher pour vous des droits au niveau de la sécurité sociale et ça va permettre aussi aux organismes compétents d'éventuellement sanctionner l'entreprise qui ne met pas suffisamment de choses en œuvre pour assurer la sécurité de ses salariés. Dernier élément sur lequel il faut être vigilant, ce sont les risques psychosociaux. Donc, ils sont liés au stress au travail, ils sont liés à certaines formes de violences internes, comme des conflits, du harcèlement, des formes d'isolement, et également des violences externes. Il existe des métiers où on est exposé à des insultes, des menaces, des agressions. Donc tout ça, ça fait partie des éléments qui sont à prendre en compte pour la sécurité au travail. Et ce cadre est défini à la fois par le Code du travail, mais également par deux accords nationaux interprofessionnels. On est dans le cadre du droit négocié. Là. Donc on est sur l'accord le plus important dans la hiérarchie des conventions collectives, des accords. Donc on est sur un accord national qui est interprofessionnel. Donc c'est un accord entre les partenaires sociaux qui concerne toute la France et toutes les professions. Et il concerne deux éléments. Il y en a un sur le stress au travail et il y en a un sur le harcèlement et la violence au travail. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre? Eh bien, en fait, l'employeur a l'obligation de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité au travail de ses salariés. Donc, il doit mettre à disposition tout le matériel nécessaire, il doit lutter contre les maladies, il doit former et mettre en place des processus et veiller dans tout le processus du travail à ce que ses salariés soient en sécurité. Cette obligation pour l'employeur, elle vaut aussi pour la gestion des troubles psychosociaux. Il doit veiller à ce que la communication soit fluide, à ce qu'il n'y ait pas trop de pression, à ce que le droit à la déconnexion soit respecté. Il doit veiller à mettre en place tous les éléments pour que les salariés soit vraiment en sécurité. Il doit également gérer la partie de troubles psychosociaux. Et donc, l'employeur est responsable de la sécurité au travail de ses salariés. C'est une obligation qui est très forte et s'il n'a pas fourni les formations, le matériel, mis en place les processus qui sont adéquats, eh bien, c'est considéré par les juges comme une faute inexcusable du chef d'entreprise que de ne pas prendre en compte les risques encourus par ses salariés et de ne pas mettre en place des éléments. Donc il peut être condamné à des indemnités en cas d'accident de travail s'il ne met pas en place ce qu'il faut et il va devoir dans ce cas rembourser la sécurité sociale pour tout ce qu'elle aura versé aux salariés. Donc ça peut être des sommes qui sont extrêmement importantes parce qu'une personne qui en arrêt de travail, il y a
a tous ses soins, il y a ses indemnités journalières, il y a éventuellement une forme de... il peut y avoir des séquelles, donc avec une rente handicap, un accès à l'emploi qui peut être plus difficile, etc. Donc c'est extrêmement important. Ça arrive plus souvent que vous le pensez, et donc l'employeur va devoir rembourser tout ce que la sécurité sociale aura pris en charge au titre de la sécurité au travail. Donc c'est une obligation très importante, et il faut vraiment être très attentif à comment l'employeur gère cela. Alors, la formation professionnelle va nous permettre de clôturer cette capsule. L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit accompagner les salariés pour qu'ils aient toujours les compétences nécessaires pour assurer leur poste de travail. Je donne un exemple tout de suite. Je vais même vous donner deux exemples. Un exemple ancien, l'arrivée de l'informatique et des ordinateurs et des bureautiques dans les années 70-80. Avant ces outils, un certain nombre d'assistantes avaient pour mission de taper à la machine voilà, des documents. Et puis voilà, le traitement de texte arrive, s'impose partout dans les entreprises. Eh bien, il a fallu, et c'était une obligation pour les employeurs, que de former toutes ces personnes-là à l'usage d'un ordinateur et d'un traitement de texte. Voilà. Aujourd'hui, pour prendre un exemple plus récent, on voit les IA débouler dans tous les secteurs de la vie professionnelle. Eh bien, c'est une obligation de la part des employeurs que de former le personnel à l'usage des outils informatiques et des IA. Dernière chose, par exemple, si vous êtes commercial, vous aviez par exemple des fiches clients avec des fiches papier, et maintenant tout passe sur un logiciel de type CRM, et bien on doit vous former à utiliser un CRM. Voilà, ça c'est pour assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. On peut trouver plein de situations. C'est une obligation de la part de l'employeur. On ne jette pas les salariés comme ça, on va les accompagner pour qu'ils développent les nouvelles compétences. Alors là, j'ai pris un élément technique, mais ça pourrait être aussi une réorganisation du travail, des postes. On peut avoir des postes qui avaient une seule tâche, et puis d'un seul coup, on va changer, on va ramener plusieurs tâches, et donc l'employeur a donc cette obligation de former le salarié pour qu'il puisse bien prendre en considération les tâches qui lui sont demandées. Et en contrepartie, les salariés ont l'obligation de participer et de faire l'effort d'aller aux formations professionnelles. S'ils ne le font pas, ça peut être considéré comme une faute et ils peuvent être licenciés pour ce motif-là. D'accord ? Donc, obligation de la part des employeurs d'accompagner les évolutions des métiers, techniques, technologiques, les réorganisations pour que les salariés puissent garder leur emploi, maintenir leur employabilité, c'est-à-dire avoir les compétences nécessaires pour assurer son emploi. Et puis, en face, une obligation de la part des salariés de participer à l'effort de formation professionnelle, c'est-à-dire de se présenter et de faire un minimum pour apprendre. Comment ça va se présenter concrètement? Alors, on vous présente deux dispositifs ici. Le premier, c'est le plan de formation. Donc, c'est une obligation annuelle pour l'employeur. Chaque année, l'employeur doit réaliser un plan de formation où il va prévoir des actions de formation, des actions de bilan de compétences, de l'accompagnement pour des VAE. VAE, ça veut dire validation des acquis de l'expérience. C'est un moyen de valider un diplôme en expliquant que vous avez déjà la compétence pour faire ce diplôme, que vous professionnellement vous le faites. Et donc, voilà, au travers de votre expérience, on va vous donner le diplôme. Et pour cela, il le fait en consultant le comité social et économique, et il va chaque année, il y a des enquêtes, en fait la plupart des employeurs vous demandent ce que vous souhaitez, dont vous avez besoin, vous font des propositions, et chaque année il y a un budget, et le plan de formation est réalisé chaque année. Ça, c'est ce qui se passe en entreprise. Le deuxième point, c'est le CPF. Vous connaissez, mon compte professionnel de formation. Ça, c'est attaché à la personne et non pas à l'entreprise. C'est un droit personnel à la formation qui est alimenté de 500 € par an, dans la limite de 5 000 € et qui permet d'accéder à des formations qualifiantes, certifiantes.
Et grâce à ce CPF, vous pouvez donc avoir accès à des formations indépendamment de votre employeur qui doit juste vous autoriser à quitter l'entreprise. Mais ça se négocie. Et vous pouvez, d'accord, avoir une toute petite participation forfaitaire de 100 euros. Et donc vous allez pouvoir entrer dans un dispositif de formation quel qu'il soit, à tout moment de votre vie. Et la limite de 5 000 euros, eh bien, elle est vite atteinte à 500 euros par an. Et donc, il vaut mieux régulièrement vider en fait son compte CPF pardon, pour qu'il soit réalimenté. Voilà, c'était tout pour cette capsule.